fait plus de 15 ans que tu travailles dans une logique qui est un peu toujours la même, métro, boulot, dodo. À la fin du film, il ne restera pas grand-chose, quoi. Le voyage est assez propice aussi à ce genre de questionnement parce que ça te permet de te poser un peu et de sortir de la rat race du quotidien où t'as pas le temps de penser, surtout quand t'as des gosses. Pour moi, l'obstacle principal, c'est ce que tu as dans la tête, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Tout ce qui est dans ton cerveau et qui te dit que tu n'y arriveras pas. On dit parfois, il n'y a rien de pire que de réaliser ses objectifs. Parce que tu te dis, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ah, c'est une question... C'est pas un pavé dans la mare, c'est le parpaing qui t'éclate tout. Salut Aurore et bienvenue sur le podcast Spartacus. Merci, bonjour. Alors, Aurore, on a l'habitude de commencer ce podcast par une question un peu cash. En plus, comme tu as été super honnête et que tu m'as avoué que tu as lu le briefing du podcast juste ce matin et du coup, tu n'as pas du tout le temps de réfléchir à la question, je vais voir si tu avais une réponse un petit peu spontanée à cette question qui est: aujourd'hui, pour les personnes qui vont écouter cet épisode, quel est le plus beau cadeau que tu pourrais leur offrir, ou qu'est-ce que tu aimerais, quelle est la chose avec laquelle tu aimerais qu'ils repartent de toi, que tu leur donnerais? Alors, très simplement, parce que j'y ai réfléchi quand même, c'est simplement mon partage, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus précieux, en fait, quand on est entrepreneur, ou en tout cas, moi, à travers toutes les questions que je me pose, ce qui fait le plus écho en moi, c'est les partages d'expériences des gens et les partages sincères, justement. Donc j'espère que je vais pouvoir donner des infos, des choses qui permettront aux gens de se nourrir un petit peu à mon échelle, quoi. Et voilà, ça, je pense que c'est un cadeau qui peut être chouette. Allez, trop bien. Bon, super programme. Alors, je précise juste que c'est Chloé qui bosse avec nous, que je salue, qui nous a mis en relation, qui te suit sur Instagram. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un petit peu justement ce que tu fais et pourquoi, la raison pour laquelle on a été mis en relation et en fait la raison pour laquelle tu as été invité sur un podcast qui parle de liberté? Eh bien, alors donc moi, je suis quelqu'un qui à la base travaille dans le marketing et la communication depuis une vingtaine d'années. Et il y a 3 ans maintenant, avec mon mari et mes enfants, on a décidé de partir faire un tour du monde. Voilà, de débrancher un peu pendant 1 an, 13 mois exactement. Faire un bout de tour du monde en fait, parce que c'est vrai qu'avec 1 an, à la fois on a le temps de faire plein de choses et en même temps ça passe super vite. Ouais. Et pendant ce voyage, alors je disais que j'ai débranché, mais pas tout à fait, parce que pendant ce voyage j'ai créé un compte Instagram pour partager au début simplement notre aventure à des amis, des copains, des anciens collègues, etc. Et puis en fait ce compte a pris un peu d'ampleur et rapidement on est parti en plein Covid et donc on a jugé utile et sympa de partager un peu nos tips de voyage, tous les constats qu'on pouvait faire, aider d'autres voyageurs à faire comme nous et peut-être aussi les inspirer à sauter le pas parfois de faire ce grand voyage qui comme ça de loin a l'air un peu vertigineux. Alors, je vais avoir plein de questions. Ah, pardon, excuse-moi. J'avais plein de questions à te poser, mais j'allais te proposer un coup de pub d'entrée de jeu si tu veux dire comment s'appelle ton compte Insta, comme ça si les personnes veulent aller regarder ce que tu fais. Ouais, bien sûr, il s'appelle Bogota Rangoon parce que donc Bogota comme la capitale de la Colombie et Rangoon Rangun comme la capitale de la Birmanie parce qu'on devait partir de Bogota, on devait arriver à Rangoon. On est bien parti de Bogota, on n'est pas du tout arrivé à Rangoon. On a fini au Mozambique, donc rien à voir. Mais Ouais, c'est voilà, pas si tout vous à voulez fait à nous côté. retrouver. Ouais, exactement. Mais voilà, et donc le compte s'appelle Bogota Rangoon et on y partage plein d'astuces et de souvenirs et de moments de voyage, voilà. Et donc voilà, Et et donc on est justement, rentré il y a 2 ans. ok. Et justement, je suis allé voir, parce que comme je connaissais pas ton compte, je me suis dit quand même, avant d'inviter la personne et discuter avec elle, je vais aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et j'ai vu que tu avais publié pas mal de contenu justement sur le côté avoir des enfants en bas âge et voyager, enfin que tu taclais un petit peu des certaines croyances que des personnes peuvent avoir par rapport à ça. Tes enfants, ils avaient quel âge quand vous êtes partis? Alors elles avaient 6 ans et 9 ans, donc c'était pas des bébés, mais ça reste quand même des enfants encore en bas âge puisqu'elles étaient en primaire. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on nous a beaucoup dit quand on est parti. Alors en plus, je passe le fait qu'on est parti juste après le Covid, donc pour tout le monde, c'était encore plus insensé de partir à ce moment-là. Et que oui, pour les enfants, c'était peut-être pas raisonnable, pas sérieux.
hyper Mais difficile. comment Voilà, il y vous allez avait. faire pour l'école? Ouais, c'est ça. Zéro pression. Mais On oui, va oui, c'est vrai gérer. que après c'est les propres croyances de chacun, les propres peurs des gens qui vous rebalancent. Et donc j'aime bien, j'avoue, j'aime bien. Et puis je trouve ça utile en fait de partager notre expérience et finalement de lever certaines croyances hyper limitantes. Sur le voyage, des gens qui adorent voyager aujourd'hui, qui me disent qui ont pas d'enfants, parce qu'on est suivi aussi par des solos ou des duos, Mmh. et qui nous disent bah nous on va avoir des enfants, mais on essaie de faire un max là parce qu'on sait que tout va s'arrêter après. Je dis, bah heureusement que non. Ouais. Donc Après, voilà. c'est vrai que c'est pas le même voyage, c'est pas le même budget. Enfin, c'est un autre voyage. Ouais, Mais complètement. ça reste possible. Mais quand on est un voyageur dans l'âme, on aime les deux. En fait, on apprécie de voyager en solo, à deux, et après en famille. Et juste, alors toi, tu avais à l'époque où vous êtes parti, t'avais quel âge? Et ben moi, j'avais 41 ans. Ok. On est parti en 2021, j'avais 41 ans. Et qu'est-ce que vous aviez voyagé avant? Je présume que c'était pas la première fois que vous partiez. Enfin, vous êtes pas parti en tour du monde, j'imagine, en première expérience de voyage. Non, c'est vrai, mais en même temps, alors on aimait beaucoup voyager, mais comme tout le monde, on partait l'été, nos 3 semaines réglementaires, et c'est pas la même chose de partir 3 semaines juste en lâchant ton boulot comme ça pour se vider la tête l'été, et de partir un an et mettre un peu sa maison, sa vie entre parenthèses, sa vie parisienne entre parenthèses, et partir à l'aventure et avec une sacrée dose d'inconnu dans le quotidien, quoi. Ouais. C'est J'allais vraiment. demander justement où est-ce que vous habitiez, mais ça t'a répondu un peu à la question. Vous habitiez à Paris. Ouais, on est parisien. Mm, mm. Ok, ok, ça marche. Est-ce que quand vous êtes revenu de voyage, vous êtes revenu à Paris direct? Ouais, on est de vrais D'une Parisiens. violence. Des Parisiens indécrottables. Oui, mais en fait, fondamentalement, ça c'est pas. On aime Paris et on a la chance de vivre dans Paris, intramuros. Donc voilà, on a retrouvé des éléments de notre quotidien qui, au contraire, nous rassuraient et avec Ok. lesquels on est bien. C'était même plutôt rassurant pour nous adultes et puis pour les enfants, parce que quand on a vécu pendant un an où on dormait jamais plus de 3 nuits au même endroit, bah, on est content de retrouver sa maison, son quartier, ses copains, l'école, tout ça. Après, c'est plutôt sur d'autres choses il y a un après voyage qui vient un peu perturber ce qu'on est, je dirais. Donc vous êtes revenu à Paris. Mais alors ton mari qui s'appelle comment? Parce que comme ça m'évitera de l'appeler ton mari pendant tout l'épisode. Ouais, il s'appelle Axel. Axel. J'imagine que vous aviez Ouais. déjà voyagé avant de partir dans Oui. ce tour. Ouais, on n'avait jamais fait de grands voyages, mais oui, on voyageait déjà aux vacances l'été en général. On partait 3 semaines, Ok. loin pour le coup. Ouais. Mais jamais, on va dire, des trucs intermédiaires, par exemple 2 mois, 3 mois, vous aviez jamais fait ça? Non, du tout. Non, non, et ça nous avait jamais même traversé l'esprit. C'est ça qui est assez rigolo, hein, c'est que Ok. nous-mêmes, en voyageant l'été, on avait croisé des voyageurs au long cours. Et à l'époque, je sais pas, on se disait que c'était un peu des fous, quoi. En Ouais. fait, on était comme les autres. On se disait, tu vois, c'est chelou comme format de voyage. Et on n'a jamais eu cette envie jusqu'à assez récemment, en fait, avant notre départ, où pour le coup, c'est arrivé un peu d'un coup d'un seul, en rentrant de vacances et en se disant, bah, on n'a pas envie de reprendre le boulot ni l'un ni l'autre. Et si on essayait de trouver un moyen de stopper tout ça et de faire autrement, autre chose, voilà. Et d'un coup, c'est venu, quoi. Et Ok. pas du tout anticipé. Alors justement, quelle mouche vous a piqué? Bah, je pense que c'est le côté, ça fait plus de 15 ans que tu travailles dans une logique qui est un peu toujours la même, métro, boulot, dodo. Moi, j'avais un boulot où je bossais énormément, où je comptais pas mes heures, je rentrais le soir, mes enfants, ils étaient déjà quasi couchés. Tu pars 3 semaines l'été et tu reviens et tu te dis ben on va retrouver les trucs là où on les a laissés il y a pas si longtemps. Tu les as pas totalement laissés parce que quand t'es parti en vacances, bah t'as emmené ton Hmm. ordinateur, ton téléphone et tout. Et c'est vrai que je voyais mes enfants grandir et je me disais finalement on partage pas beaucoup de temps ensemble. Alors on a de l'argent parce que je gagne bien ma vie, ok, mais à la fin du film il restera pas grand chose quoi.
J'ai eu des amis qui ont eu des problèmes de santé et je pense tout ça mis bout à bout, en fait, ça a créé un espèce de petit électrochoc à un moment donné, en se disant, en fait, à la fin, j'ai pas envie de me dire que j'ai fait que bosser, quoi, hein, que je suis partie en vacances, mais que j'ai rien vraiment vécu de d'exceptionnel. Et voilà. Et donc, on est rentré en 2019, en août 2019, d'un voyage en Grèce. Je me rappelle encore un dimanche matin, on prenait notre café et justement on se disait bon bah on reprend le boulot demain. Oh l'angoisse. Et je sais pas, La j'avais dû déprime. voir ouais, exactement, et j'avais vu un reportage à la télé sur justement des gens qui partent en voyage comme ça au long cours. On commençait un peu à en voir quelques-uns, notamment des familles. Et en fait, je dis à Axel, mais vas-y, on se casse en fait. On part un an. Voilà, on était 30 août, un truc comme ça. Je dis, bah, on se donne un an là, on fait la rentrée, et l'année prochaine, c'est nous, on s'en va. Finalement, qu'est-ce qu'on risque quoi. J'ai attrapé un papier, une feuille de papier, un crayon, pardon, et on s'est dit bah c'est quoi les pour et les contre quoi, ou les trucs compliqués. Et en fait, s'est rendu compte que dans les trucs compliqués, il y avait le boulot, l'appart, le reste, on s'est dit bah l'école, ça se gère. Est-ce qu'il faut de l'argent? Oui, combien? Comment on peut faire? Et en fait, on s'est dit bah on a un an et vas-y, on y va quoi. Et Maria fait ok. Et puis en fait, bah c'était bon, Vous vous êtes laissé un an, vous avez dit, ok, là c'était le 30 août 2019, vous avez dit dans ouais, un an on se casse. ouais, exactement. Par rapport à ça, il y a plusieurs sujets que tu as évoqués. Comment, logistiquement, justement, vous avez géré, tu vois, par exemple, l'appart, vous étiez propriétaire ou locataire? Alors on était propriétaire et donc Ok. rapidement on s'est dit bon bah si on veut que ce soit une source de revenus pendant notre voyage et que ça nous permette de continuer de rembourser notre prêt, il faut qu'on le loue. Donc on Hmm. a loué notre appartement meublé. On a Ok. enlevé toutes nos affaires personnelles, on les a mis dans des cartons, on a enfermé tout ça dans une petite pièce de l'appart et on a loué l'appartement. On a eu de la chance pour le coup parce qu'il a été loué pendant un an vraiment entre notre départ et le retour. Et alors, bon, je pose toujours des questions un peu directes, mais est-ce que tu peux me dire comment vous aviez budgété pour ce voyage et sur quoi vous vous étiez basé pour ce budget? Alors on avait une enveloppe de mémoire de 70 000 € qu'on Ok. avait identifiée. En fait, il y a des sites, il y a plein de ressources sur Internet hein, qui sont hyper bien faites, hyper détaillées, qui permettent de faire un budget par pays. Mhm. En fonction justement bah, du coût de la vie, du fait qu'on soit 1, 2, 4, etc. Et au final, on a été plutôt sur un atterrissage à 80 000 € pour 13 mois de voyage en fait, parce que on a décidé de se faire plaisir. Qu'il y a des endroits, voilà, on était à certains endroits. Je me rappelle, on était en Australie par exemple, on voulait aller nager avec des requins-baleines sur la côte ouest, et on s'est dit bon bah en fait, je sais pas quand est-ce qu'on va revenir en Australie. On est là, c'est un beau budget, mais c'est pas grave, on le fait parce que ça nous fait kiffer et qu'on peut se le permettre. Et voilà, on s'est fait plaisir pendant un an, quoi. Vraiment, on a Ouais. profité de la vie, quoi. Et puis c'est ça, enfin, je veux dire, à quel moment dans ta vie, tu vas avoir une deuxième occasion d'aller nager avec des requins-baleines? Enfin, tu vois, et tu dis oui, bon, bah, c'est hors budget, mais on le fait, quoi. On trouvera les ronds, enfin, on se débrouille, quoi, mais on le fait. Bah franchement, je crois, ouais, je pense qu'on était prêt à faire un peu n'importe quoi pour se donner les moyens de nos rêves, quoi. On se disait, même si on repart, parce que j'aime pas dire que c'était la plus belle aventure de notre vie, je me dis, bah j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en a déjà d'autres, mais on repartira pas avec nos enfants en bas âge enfin à cet âge-là. C'est vrai que nos filles, bah, elles ont grandi, elles commencent à être la plus grande ado maintenant, Hmm. et donc c'est vrai que pendant ce voyage, on se disait, on vit de toute façon un truc tellement unique que bah, si on a envie de se faire plaisir sur quelque chose, il faut le faire et pas avoir de regrets, quoi. Moi, je m'en fous de bouffer des pâtes pendant 3 ans après. Ouais. Voilà, j'aurais nagé avec les requins-baleines. Parce que même les pâtes à Paris, ça coûte quand même cher, hein. C'est clair. Bah, quand on est revenu, ça nous a fait un drôle d'effet, hein. Ouais. Euh, Parce que j'allais dire quand même 80 000 balles pour 13 mois de voyage à 4. Je sais pas où est-ce que vous êtes allé. Bon, tu m'as dit Australie, mais si vous avez fait majoritairement des pays un peu pauvres entre guillemets, mais c'est pas énorme. Bon, c'était non, non, pré-Covid. non. C'était enfin, en tout C'était post-Covid, mais juste après. T'avais ouais, pas c'était encore eu la juste après le flambée des Covid. prix de 2021-2022. Non, on est passé juste avant. On a mixé des pays chers et pas chers, hein. On a fait 6 mois en Amérique du Sud,
donc qui nous a permis de maîtriser notre budget. Après, on a Ouais, passé 2 mois en Australie et on a fait tout à la fin, on a fait un mois en Afrique. Donc clairement, c'était Australie et Afrique, c'était des continents qui nous ont coûté beaucoup plus cher. ouais, Après, c'est un équilibre. C'est pour ça que voilà, on était vraiment. Par contre, on était dans une gestion budgétaire du quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, on se disait, bah là, aujourd'hui, dans ce pays-là, on a 50 euros par jour pour vivre. Avec ça, il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, il faut qu'on fasse des activités. Donc, ouais. on comptait tout. On se faisait plaisir pour aller voir les requins-baleines, mais par exemple en Australie, quand on a vu le prix d'une bière, que c'était 10 dollars la bière, donc quand t'en bois deux, tu te dis 20 dollars, tu dis bon bah on a un budget de 80 euros la journée, si on attaque avec deux, bah tu prends Les pas filles, l'apéro tous vous les n'aurez rien soirs. à manger aujourd'hui parce qu'on a bu trop de pintes. Du coup, vous irez boire de l'eau de mer. Ouais, après tu fais des choix et c'est un exercice qui est aussi hyper intéressant parce que tu te dis ben de quoi j'ai vraiment envie. Est-ce que je préfère me payer un bel hôtel? Est-ce que je préfère aller manger dans un resto sympa ou j'ai envie de kiffer ma sortie aujourd'hui, ma rando? Voilà, c'est tout un équilibre permanent à trouver pour se faire plaisir. Tu vois, moi, par exemple, j'ai voyagé en 2022. On est parti 7 mois et demi, mais on a fait que l'Amérique du Nord, donc hyper cher. Ah oui. États-Unis et Canada. Ouais, Et on était en van. Donc, tu vois, pas de dépenses d'hôtel ou quasiment pas, à part au ouais. début et à la fin. Et on a dépensé en 7 mois et demi 55 000 euros à peu près, à deux. À deux, ouais, c'est ce que j'allais te demander. À Ouais. deux. Alors après, tu vois, au niveau des activités, des trucs, on n'était pas regardant, mais on n'avait pas d'hôtel à payer, tu vois. Ah Et ouais. notre van, on l'a pas loué, on l'a acheté et on l'a revendu. D'accord, Donc, ok. tu t'en es bien tiré, je trouve, à 80 000 balles. Ouais, ouais. Mais on a conscience que c'était une période un peu particulière aussi et qu'effectivement, 6 mois après, des voyageurs qui étaient dans nos traces, entre guillemets, nous disaient, ah bah tel hôtel, il y a eu 15-20% d'inflation, on Ah, n'a mais pas du oui. tout eu les mêmes prix que vous, sur les vols, n'en parlons pas. Ouais. Donc ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, pour la même aventure, tu pourrais rajouter un billet de 20 ou 30. Quoi. Ouais, je pense. Alors justement, tu as parlé de tes enfants, tu dis elles grandissent, etc. Quel souvenir elles gardent de cette aventure? Alors, je pense que pour les deux, c'est pas pareil parce que celle qui avait 9 ans quand on est parti, elle en a 11 aujourd'hui. Quand elle est rentrée, elle voulait pas en parler. Nous, on était hyper fiers, on était hyper contents, on avait qu'une envie, c'était raconter à tout le monde ce qu'on avait vécu. Et on leur disait, bah, c'est génial, à l'école, tu vas pouvoir parler de ça à tes copains. Alors elle nous disait, ah non, surtout pas, c'est la honte. Ah, nous, on Pourquoi c'est la était honte? bah parce que on veut surtout pas se singulariser, se démarquer en fait. Donc non mais attends, tu te rends compte, je suis la seule à faire un tour du monde, donc j'ai pas du tout envie qu'on me regarde pour ça quoi. Donc moi Ok. j'avoue à ce moment-là, je l'ai vécu vachement durement parce que bah, une grande frustration et un peu une déception de se dire mais attends, enfin je sais pas, elle prend pas du tout la mesure de ce qu'on lui a permis de vivre quoi. Et Ouais. c'est rigolo parce que il s'est passé, je sais pas, un an, le temps sûrement de reprendre ses marques, de se réintégrer dans le groupe, tout ça. Et c'est maintenant qu'elle en reparle notamment en me disant, bah parce qu'elle se rend compte à l'école quand ils étudient un truc, que le prof il en parle, ah bah moi j'y suis allée, ah bah elle en parle et puis le prof dit ah bah tu connais, bah oui j'y suis allée. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on sent que maintenant ça commence à faire écho. Ouais. Et la petite c'est différent parce qu'elle était petite et on voit qu'il y a des endroits dont elle a pas beaucoup de souvenirs. Ok. Donc la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est leur faire à chacune un énorme album de leur propre tour du monde, avec justement des photos de tout ce qu'elles ont vécu chacune dans ce voyage, dans tous les pays et tout. Et ça, je trouve ça chouette parce que maintenant, bah, la petite souvent, elle le ressort le soir, elle se met dans son lit avec son album et bah c'est des moments Trop bien. super, ouais, super précieux quoi, enfin super Mhm. chouette. Trop Et bien. après, moi, je suis persuadée que dans la vie, ça va les aider à se construire, qu'elles ont baigné dans une forme d'ouverture d'esprit, de curiosité. Enfin, c'est des choses qui infuseront en fait dans leur construction, quoi. En tout cas, Ouais. je l'espère. Bah, on l'espère, oui, on l'espère, parce que c'est vrai que c'est toujours, tu te dis, ah putain, c'est tel, enfin, moi j'ai pas d'enfants, mais quand tu dis, toi, tu t'amènes tes enfants, tu leur fais faire des trucs, des activités, bon là en plus c'est un tour du monde, tu vois, c'est pas l'activité, genre tu les as pas amenés au parc, tu vois, et puis ça rappelle pas, tu dis, oh putain, ça fout la mort, quoi. Mais oui, je pense que dans la construction, forcément, dans l'ouverture, ce genre de choses, il y a des choses qui doivent rester, c'est pas possible autrement, quoi. Bah oui, c'est sûr. On y croit.
Est-ce que vous avez travaillé est-ce que vous aviez en fait une activité rémunératrice pendant ce tour du monde? Non, pas du tout. Rien Alors du tout. déjà, ouais, non, ni l'un ni l'autre n'avions d'activité exportable entre guillemets. C'est-à-dire que Axel, il est psychomotricien Ok. de métier. Donc, et puis le but c'était vraiment de partir et de couper. On voulait s'offrir ce cadeau de pouvoir pendant un an ne pas travailler. Et moi, j'étais directrice marketing avant de partir, et de la même façon, j'avais surtout pas envie d'emmener Enfin, j'ai pris un ordinateur avec moi, mais pour faire des trucs qui me faisaient kiffer. Et on n'avait pas du tout envie de cette contrainte de délai, de rendu, voilà, on voulait vraiment cette liberté d'action. Parce que faut pas en plus ça on le mesurait pas tellement avant de partir, mais on s'est quand même rendu compte aussi que en fait partir un an c'est pas un an de vacances. Enfin, si tu l'as Hmm. vécu, tu le sais, t'es quand même tout le temps en train de te dire bah où est-ce qu'on va dans 3 jours, où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on veut faire, ah bah le prochain pays c'est tel endroit, faut penser au visa, les tests Le voyage a PCR à sa propre l'époque. charge mentale. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc un peu tabou d'ailleurs dans le monde des voyageurs. Enfin, nous, voyageurs, on le sait, mais les gens qui regardent ça d'un œil extérieur, souvent nous disent, bon, vous êtes parti pendant un an, vous dorez la pilule au soleil, ça va, Hmm. on va pas vous plaindre. Alors, évidemment, non, mais c'est plus crevant que ça en a l'air, quoi. Il y a l'école, Et- justement, pour les Ah oui, enfants, bah oui, donc l'école, oui. Mais justement, pour ceux qui veulent du voyage un peu plus chill, eh ben sache que, et pour peut-être je te pose l'idée là, hein, pour le prochain voyage, c'est que quand tu voyages en van ou en camping-car, bah, tu as déjà la charge du lieu en moins. Tu vois, les fois où on s'est dit, ah, enfin, où on a voyagé en hôtel, par exemple, tu vois, je suis parti au Japon cette année, en plus, on est parti une saison, c'était hyper touristique, et il a fallu programmer 3 semaines à l'avance tous les hôtels. Alors, c'est vraiment des problèmes de blancs riches, tu vois, à la con, tu vois, mais, mais c'est clair. n'empêche que, tu vois, il faut planifier, quoi. Il faut tout Bien planifier sûr, à l'avance. Tandis que quand on avait le van, on s'est dit, bon, bah, on aime, on reste, on n'aime pas, on se casse, tu vois, puis il n'y a rien à planifier. À la exactement. rigueur, faut juste trouver un endroit où tu vas pas te faire jeter le soir si tu veux poser ton truc pour pioncer. Et ça se limite à ça. Donc, je pose là, ici. Si tu veux, avec moins de charge mentale, tu peux considérer le voyage en van. Mais Non, mais c'est effectivement, vrai. c'est de l'activité. Enfin, il y a des choses à faire. Ouais, ouais, tout à fait. Mais on l'a vu, on a fait l'Australie en van, nous aussi, tu vois. Ok? Et pendant 2 mois, justement, on a senti la différence. C'est fatigant par d'autres aspects, mais pour le coup, effectivement, le fait de ne pas refaire son sac à dos pendant 2 mois, alors que nous, on avait fait que ça avant, Ouais. on a vraiment vu la différence, quoi. Ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Ok, trop bien. Est-ce que mentalement, justement, pour toi, bon, tu dis tes filles, elles en gardent un souvenir, on va dire, partiel, mais est-ce que pour vous, ça a fait une vraie transition dans votre vision de la vie, du monde, du travail? Enfin, est-ce que ça vous a amené changer? Ouais, en fait, moi, je l'ai pas compris tout de suite quand on est rentré. Moi, j'ai dit à tout le monde en partant, bon bah, on part pour une parenthèse, on va se faire kiffer pendant un an, et puis on va revenir et on prendra les choses là où on les a laissées, et ce sera très bien. C'est parce qu'on n'a pas du tout envie justement de déménager, de vivre de nouveaux projets professionnels a priori. Voilà. Donc on est rentré. Axel, lui, il a repris son boulot direct. Et moi, j'ai cherché du boulot. Et en fait, je sais pas, c'est les mois passant et les gens me demandaient alors, tu te sens comment, différente? Et je disais, bah non, pas du tout. En fait, j'ai juste kiffé pendant un an, mais je suis hyper contente de rentrer, c'est top. Et j'ai pas compris tout de suite qu'en fait, j'étais plus du tout la même personne. Et il m'a fallu vachement de temps. Et tu vois, on est rentré il y a 2 ans. Et je crois qu'il y a des choses que je comprends depuis que quelques mois seulement, et notamment mon rapport au travail au sens large du terme, c'est-à-dire que j'aime le métier par exemple du marketing, de la communication, mais j'aime plus le fait de le faire comme je le faisais. Et cette notion de liberté, elle a vachement infusé en moi la liberté de temps, d'action que je me suis octroyée. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment à quel point c'est quelque chose de précieux et que je ne veux pas perdre. Alors justement, super, excellente transition. Je pouvais pas rêver mieux. Attends, je voulais récupérer un truc dans mon tiroir. Excuse-moi, un stylo pour prendre des notes. Justement, parce qu'on est sur un podcast sur la liberté, tu dis voilà, ça a une influence sur ma vision de la liberté, etc. Quelle est ta vision de la liberté aujourd'hui?
Ah, c'est une question hyper Ah vaste. ouais, c'est la question. La question qui tue. C'est pas un pavé dans la mare, c'est le parpaing qui t'éclate tout, quoi. Ouais, je sais pas quelle est ma vision de la liberté. Je pense que euh, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le fait de pas sentir la pression. En fait, j'ai plus envie, je crois. En tout cas, je me sens libre, voilà, Ouais. quand je ne ressens pas de pression mise par les autres. Euh, Quand je dis les autres, c'est les organisations, c'est voilà les entreprises, les clients même parfois un peu d'une certaine manière. Et euh, et c'est d'ailleurs hyper dur de se sentir vraiment libre quand on a une activité professionnelle quelle qu'elle soit. Parce que quand je suis rentrée en fait et que justement je parlais beaucoup de cette liberté et tout le monde m'a dit bah, logique. Arrête de bosser en entreprise, mets-toi à ton compte, fais du conseil, tu vas voir, c'est génial, tu vas être free. Tu Mhm. choisis tes horaires, tes vacances, tes trucs. Et donc je vois, bah, super, ça a l'air assez séduisant effectivement sur le papier. Et Ouais. je me suis lancée et assez rapidement, je me suis rendu compte mais que c'était une arnaque. Enfin, enfin moi que je le percevais comme une arnaque totale. Je disais mais t'es pas libre du tout. En fait, t'attends que les contrats ils arrivent. Alors tu vas aller chercher certains avec les dents. Parfois ils arrivent, c'est cool, mais ils arrivent juste avant que tu partes en vacances. T'as prévu de partir en vacances. Bah, le mec il veut son rendu à telle date et j'entends. Hein, mais au final, bah tes vacances elles sont éclatées. Ouais. Donc très vite, je me suis dit, bah merde, ça correspond pas à mon schéma de liberté, à la façon dont moi j'ai envie de travailler. Et encore une fois, et je le dis et j'insiste là-dessus, pas pour me défausser, mais j'ai envie de travailler. Je suis quelqu'un je crois profondément à la valeur travail. J'élève mes enfants là-dedans. Mais par Ok. contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, j'aspire à pouvoir travailler de la façon dont j'ai envie, qui me correspond, et à plus subir certains systèmes au sens large, quoi. Ouais. Après, tu vois, là, c'est vraiment un truc qui fait écho pour moi parce que il y a souvent cette croyance qui est très répandue auprès des personnes ou qui entreprennent ou qui souhaitent entreprendre que à partir du moment où tu deviens entrepreneur, ça y est, il y a des ailes qui te poussent et puis tu prends ton envol vers une espèce de liberté fantasmée. Or, en réalité, tu te rends compte que tu deviens ton propre bourreau souvent et que tu as des nouveaux patrons qui s'appellent tes clients et qui parfois peuvent vraiment te faire la misère. Et en fait, si les personnes veulent ne pas être déçues, des personnes qui veulent se lancer, tu vois, ou justement en tant que freelance, on va dire, ou en tant qu'entrepreneur, il faut qu'elles comprennent que être entrepreneur, c'est pas être libre de toute contrainte, mais c'est tout simplement choisir ses contraintes. En fait, il y a de nouvelles contraintes qui vont s'imposer à toi. Et la question, c'est est-ce que ces contraintes-là, elles te conviennent mieux que les contraintes que tu avais quand tu avais, par exemple, une activité salariée? Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as ta première question, c'était c'est quoi le cadeau que tu veux faire aux gens qui vont nous écouter. C'est vraiment ça fait partie des choses auxquelles je pensais, quoi. C'est vraiment cette vérité en fait. De moi, en tout cas, ce que j'ai vécu. Encore une fois, c'est un perçu, hein, ça reste très Bien sûr. personnel. Tout le monde ne le vit pas de la même façon, mais moi, ça fait partie des réflexions qui me sont venues justement sur ce qu'est le travail, quoi. Ouais. Ouais. Donc quand t'es rentré, tu t'es posé. Ça a pris combien de temps avant que tu te remettes à avoir une activité pro après ton retour? Alors en fait, j'ai vraiment hyper pris mon temps. Ouais. J'ai pris mon temps parce que au début, encore une fois, j'étais persuadée que j'allais reprendre les choses un peu là où je les avais laissées. J'étais partie bien de mon entreprise, j'avais droit au chômage, donc je me suis dit bah tu reprends ton temps, tu te mets en recherche d'un CDI. J'étais pas dans une optique tellement de me mettre à mon compte. Ok. Et puis en fait, je suis rentrée en 2022. Le marché du travail était hyper compliqué. Je trouvais pas, les process étaient longs. Justement, parfois j'avais 4 mois d'entretien, d'épreuves, et puis je trouvais que j'étais maltraitée. C'est-à-dire que tu passes 3 mois d'entretien, puis on te rappelle pas d'un coup. Alors t'es là, mais attends, ça fait 3 mois qu'on se parle toutes les semaines, et d'un coup vous me donnez plus de nouvelles. Enfin, je me disais, il y a un irrespect dingue, et c'est ça qui a fait que au bout d'un an, je dirais, je me suis dit non mais attends, arrête de chercher du boulot. En fait, ça a aucun sens. Et c'est là que j'ai commencé à faire une première mission et je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Ouais. Après, je pense que j'étais aussi et je suis encore, hein, dans une phase de questionnement et je me suis dit, ben, peut-être lance-toi aussi sur plein de choses. C'est peut-être, t'as la chance d'avoir cette liberté aujourd'hui, de pouvoir tester des formats différents. Et donc, je me suis aussi lancée sur du travel planning en me disant, Ok. bah, allez, t'adores le voyage,
construire des itinéraires, accompagner les gens. Tout le monde me disait mais t'as un compte Insta qui est hyper chouette, c'est ce que tu mets dessus, c'est hyper utile. Et donc je me suis dit, allez bingo, je me lance. Les gens ont adoré le storytelling. Tout le monde m'a dit mais évidemment c'était ça, c'était une évidence, c'était fait pour faire ça. Ouais. La réalité, c'est que moi, je trouve pas. Au final, ça m'amuse. Je trouve ça. J'aime le voyage, donc c'est un environnement dans lequel je me sens plus, je sais pas comment dire, peut-être plus épanouie que dans d'autres Mhm. environnements. Mais pour autant, je prends pas tant de plaisir que ça parce que je me trouve justement souvent seule. Ouais. Il y a beaucoup moins d'interactions que ce que j'avais imaginé au début. C'est beaucoup de la recherche sur ton ordinateur, donc pas du tout en phase avec moi, ce que je suis, ma façon d'être. Donc voilà, je teste des choses. Il y a Ok. des trucs que je commence à voir se dessiner un peu mieux et je me dis que j'ai de la chance d'avoir justement pu tester des choses, d'avoir pu me rendre compte de ce qui me plaisait. Je pense que ça coïncide aussi avec, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine. Mais c'est sûr que quand t'as bossé 20 ans et qu'il t'en reste autant, voire un peu plus même à faire, c'est un peu le moment où tu te dis, il faut se poser les bonnes questions. Puis moi, je suis dans un métier où on est en révolution, c'est-à-dire que le Ouais. marketing, la communication, avec l'arrivée du digital et de plein de nouvelles notions un peu techniques entre guillemets, ça te fait t'interroger sur toi, ta valeur, la pertinence de ton profil, Mhm. tes envies. Enfin voilà, c'est un espèce de gros magma de questionnement, mais Ouais, qui ouais. est hyper intéressant. Et en général, le voyage est assez propice aussi à ce genre de questionnement parce que ça te permet de te poser un peu et de sortir de la rat race du quotidien où en fait, t'as pas le temps de penser, surtout quand t'as des gosses. Et là, bah, en fait, souvent, les prises de conscience, elles te mettent des énormes torgnoles, enfin, dans les voyages parce que t'as des moments contemplatifs où tu dis, ah putain, mais qu'est-ce que Ah je fais oui. de ma vie, tu vois. Ah bah oui, oui, ça c'est clair que c'est les moments les plus marquants. Après, moi, tous ces questionnements-là, j'ai pas tellement réussi à les avoir pendant le voyage. Ok. Autant pendant le voyage, je prenais plus la mesure de waouh, c'est génial d'avoir arrêté le temps et là de profiter de ce qu'on vit qui est extraordinaire. Mais c'est après le retour où justement tu ne retrouves pas ta vie d'avant, ça n'existe pas, je pense. Hmm. Et finalement, même si tu retrouves ton appart, tu as l'impression de retrouver les choses là où elles sont. Toi, tu as tellement évolué pendant cette année que bah, tu vas forcément faire évoluer des choses dans ta façon de vivre, de consommer, ton rapport même aux autres, tes amis. Enfin, Hmm. voilà, ça fait changer plein de petites choses a posteriori, je trouve. Je suis complètement d'accord. Ça me fait penser à, je sais pas, t'auras forcément, enfin, pas forcément, mais t'auras probablement euh, la rêve du Seigneur des Anneaux quand Frodo il rentre à la fin de toute l'aventure, il retourne dans son pays, dans la comté, et puis en fait, bon, alors c'est dans le film parce que dans le livre ça se passe différemment, mais je sais pas si t'as vu le film ou lu les bouquins. Non, mais Non, ma sœur shame, adorerait. Elle shame. aurait la ref mieux Va, que moi. va tout de suite voir Oh, j'aime au pas moins les moi. films. Bah, si t'as la possibilité de lire les bouquins, trop bien. En fait, ouais, il vit une aventure pas possible qui se décline sur 3 bouquins de 500 pages. Et à la fin, il rentre chez lui et puis en Mhm. fait, il vit dans un espèce de village et puis tu vois, lui, il a vécu une espèce d'aventure complètement transformative et en fait, il est dans un espèce de village où les gens pensent qu'à boire et à s'empiffrer et ils ont pas changé, tu vois. Et lui, il se retrouve complètement Ah oui. étranger dans un milieu qui lui était avant familier. Et c'est un peu ça, je pense, que tu vis quand tu voyages, c'est-à-dire que tu as vécu une expérience de fou, et puis tu te remplis la tête de souvenirs, et quand tu arrives, tu débarques à Roissy, là, putain, tu prends, puis après tu arrives à la gare, enfin moi je me rappelle la torgnole quand je me suis retrouvé sur le quai de la gare, tu sais, me dire, putain, ça y est, moi j'habite à Lyon, tout me dire, putain, ça y est, je suis à Lyon, et puis ça a pas changé, tu vois, il y a toujours le relais, il y a toujours le truc, il y a toujours le Starbucks, c'est toujours pareil, quoi. C'est, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Non, mais c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on a pu ressentir, hein. Et même les gens, en fait, t'as l'impression de les avoir laissés au même endroit. Les gens, quand ils te parlent de leur boulot ou ouais, des collègues, tout comme ça, tu te dis, mais en Ouais, fait, tu me parlais déjà du même projet il y a un an. c'est ça. Et donc voilà, après, on essaie de rester quand même humble mais bon, ça remue beaucoup de choses en soi et beaucoup plus profondément que ce que moi, en tout cas, j'avais imaginé avant de partir.
Ouais. Et il y a un point sur lequel il y a un point sur lequel t'as insisté et qui est vraiment super important, enfin, sur lequel j'aimerais rebondir, qui est celui de, tu dis, ah, nous, on a eu la chance de vivre ça. Enfin, pas la chance de vivre ça, mais tu as eu la chance de pouvoir expérimenter à ton retour des possibilités professionnelles. Et c'est vrai que souvent, les gens en France ont tendance à cracher sur la France et le système et le truc et machin, mais en fait, avoir les conditions qu'on a de recherche de, tu vois, pour les personnes qui perdent leur emploi, la sécurité qu'on Mm. peut avoir pendant une période de recherche et aller vraiment, tu vois, expérimenter des choses, c'est une chance elle est pas unique, mais en tout cas, elle est très spéciale et elle mérite d'être reconnue. Parce que souvent, les gens, ouais, ben, bien, le système, c'est pas bien, c'est pas juste, et la France, c'est terrible. Bien dire que la France, c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer, et en la matière, c'est vraiment, ça touche à ce genre de sujet, tu vois, où en Ah fait, oui, putain, on a une complètement. chance de fou, saisissons-la, quoi. Ah mais complètement, et ça vaut pour plein d'autres sujets. Nous, tu vois, pendant le voyage, on s'est confronté à des problèmes de santé, hein, tout simplement. En plus, comme on voyageait avec le Covid, c'était quand même pas simple partout selon les pays. Et enfin, on a bien vu que dans certains pays, la situation sanitaire, elle était dramatique. C'est-à-dire que et les systèmes de santé, on les a certains éprouvés de près. Et bon, bah encore une fois, on a mesuré nous la chance qu'on avait d'être français, la façon dont on est soigné. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, quels que soient les constats qu'on fait, Mmh, quand tu mmh. voyages et que tu vois la différence ailleurs, tu fais ah ouais, finalement on n'est peut-être pas si mal en fait. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que toi, tu as vécu enfin, quelles ont été, j'imagine que tu en as vécu, mais quelles ont été pour toi les expériences vraiment marquantes de ce voyage, ou est-ce qu'il y en a une en particulier? Ouais, c'est toujours des questions auxquelles j'ai vachement de mal à répondre parce qu'il y en a eu plein et à différents sur différents prismes en fait. Mmh. Il y a des moments qui sont marquants parce que justement il t'arrive une galère et c'est des moments de stress hyper intense, que t'es loin de ta famille, que t'as ton petit noyau là, mais bon tu te sens quand même un peu isolé et en fait c'est hyper précieux parce que c'est des moments où on se retrouve quand même aussi et on se rend compte qu'on fait bloc. Ouais. Donc ça c'est des choses qui marquent, hein, qui nous ont tous les quatre marqués. Et puis après, moi, je pense que ce que j'ai gardé le plus du voyage, c'est les expériences qu'on a vécues. Donc, soit les rencontres avec d'autres voyageurs, d'une part, parce que ça, c'est un truc auquel on n'avait pas du tout pensé. Nous, on s'était dit, on va rencontrer des gens dans les pays. Alors, c'était le Mmh. cas, mais on pensait pas du tout rencontrer des voyageurs. Et Insta a été un énorme relais en fait de mise en relation avec des familles qui voyageaient. Je dis des familles, mais pas que, hein, parce qu'on a rencontré aussi des gens qui étaient en mode backpack solo ou à deux, voilà. Et Ok. ça, c'était hyper chouette. Et puis après, évidemment, il y a les rencontres sur place de gens qui parfois t'accueillent dans un village où il n'y a pas grand-chose. Tu passes devant la porte. La dernière fois, alors pour le coup, c'était pas dans notre tour du monde, mais il y a un an tout juste, on est parti faire Dia de los Muertos au Mexique. Ouais. Et on s'est retrouvé comme ça dans le petit village qui a servi de décor à Coco, le dessin Mhm. animé, happé par une dame sur le perron de sa porte qui nous dit ben venez chez moi, je vous invite à dormir pendant 3 jours pour faire la fête. Ah nous on s'est regardé, on était tous les quatre. En plus on n'est pas comme si on était tout seuls, quoi. On arrive à Ouais. quatre et elle nous dit non mais hors de question que vous alliez à l'hôtel ou quoi, vous venez chez moi, on va faire Dia de los Muertos ensemble, on va aller au cimetière ensemble, je vais vous expliquer comment ça marche, on va faire la cuisine et tout. Ça nous paraissait complètement surréaliste et en fait on a accepté et on a passé 3 jours chez cette dame et son mari avec leurs enfants à regarder Coco en espagnol dans le salon et puis surtout à vivre cette expérience avec eux de l'intérieur et c'est vrai que ça c'est un truc on se dit une fois qu'on a vécu ça je me dis mais maintenant je peux mourir quoi. C'était tellement fou enfin, d'être avec eux et je me dis je sais pas j'imagine un mec qui se balade à Paris et quelqu'un sur le pas de la porte lui dit viens dormir à la maison. Ouais, j'imagine c'est bien, ouais. c'est improbable, c'est complètement improbable. Et donc ouais ça c'est les expériences vraiment je trouve les plus belles du voyage quoi. Quand t'es en galère une fois en Australie on s'est retrouvé embourbé dans un champ avec notre van qui était en train de se noyer dans la boue. Ouais. les gosses en pyjama avec le bol de céréales. Il se passe quelque chose. Et là, t'as un Australien qui passe et qui en deux te dit ah attendez bougez pas, je vais chercher
des copains pour aider, on va vous sortir de là. Il revient avec les câbles, les machins. Et le mec, il passe 2 heures à t'aider en mode sympa. À la fin, il te laisse même les bières, justement, en mode cadeau. Enfin, tu te dis, mais c'est fou comme les gens. Je trouve que ça redonne foi en l'humanité, tu vois. Ouais. Parce que sans être quelqu'un de profondément, je suis pas du tout pessimiste, mais il y a des fois, on a vu des comportements de gens tellement bienveillants, tellement généreux, c'est-à-dire sans attendre rien en retour, et qu'on s'est dit, mais waouh, mais même nous, on n'est pas des gens comme ça en fait. Enfin, ça te donne une leçon d'humanité qui est dingue, je trouve. Ouais. Et ça, vraiment, j'essaie de m'en souvenir régulièrement. Tu vas de me dire, rappelle-toi, enfin, comment les gens étaient. Faut que tu sois cette personne-là. Il faut que tes enfants soient cette personne-là demain, quoi. C'est Ouais. hyper important. Ah, puis en plus, à Paris, tu vas vite relever le niveau, quoi. Si tu te comportes bien, si t'es sympa, tu vas vite exploser les compteurs là-bas. Attention à ce que tu dis. Hein. J'assume complètement, il n'y a pas de souci. Quels sont pour toi, justement, tu vois, les obstacles t'as parlé de liberté, liberté professionnelle, liberté de mouvement, on va dire. Quels sont pour toi aujourd'hui, enfin en tout cas de ce que les gens te renvoient, des conversations que tu peux avoir avec toutes les personnes qui te suivent, les obstacles à la liberté? Alors quand je dis ça peut être des obstacles concrets ou ça peut être des obstacles imaginaires. Oui, bah, j'allais te dire, hein, tu sais, je pense pas que l'argent soit vraiment le plus. Moi, c'est ce que je dis toujours. L'argent n'est pas un frein sur un projet comme celui-ci, parce que des solutions, on peut en trouver. Des moyens de voyager, il y en a plein. Il y a des gens qui travaillent justement pendant leur voyage, qui font du woofing, voilà. Donc, pour moi, l'obstacle principal, c'est ce que tu as dans la tête, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est tout ce qui est dans ton cerveau et qui te dit que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable. J'en parlais Mm. régulièrement. Moi, j'ai des gens qui viennent me solliciter sur Instagram justement en me disant mais bah, nous on adorerait faire ça, on pourrait le faire, mais par contre on n'est pas capable. Et je dis mais alors t'es pas capable de quoi Après, je sais que ça peut paraître vertigineux hein, de mettre un appart en carton, de vendre sa maison pour certains parce que bah, certains ont peut-être un peu moins de facilité que nous. Financière. Mm. Mais moi, je reste persuadée que rien n'est infaisable. Et mettre, même vendre sa maison, et c'est des choix et c'est des caps à passer, quoi. Après, je dis toujours, t'es pas obligé de le faire demain matin. Juste, essaie de te mettre un horizon de temps et de travailler sur ton objectif pour sans pression. Et puis des façons de voyager, encore une fois, il y en a plein, donc t'es pas obligé de partir un an. Tu vois, un mec qui me disait on veut faire un tour du monde, je fais bah pars déjà 4 mois. Tu verras, Mm. c'est un premier pied à l'étrier, puis peut-être que au bout de 4 mois, tu vas te dire que bah maintenant c'est bon, tu te sens capable de repartir et de partir un an, ou au contraire tu te diras bah c'était le bon format. Enfin, moi je dis toujours le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est écoute-toi, mets-toi un petit coup de pied de temps en temps quand même, mais écoute-toi et fais-toi confiance et tu vas voir, a priori ça devrait bien se passer quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que le sujet du budget est souvent avancé comme un obstacle. Mais parce que les gens, quand ils pensent au voyage, vont tout de suite penser aux trucs hyper exotiques où tu prends ton avion pour aller à l'autre bout de la Terre. Et j'entendais un bout d'interview de Jean Covici à ce sujet qui était assez intéressant pour quand lui parlait de, tu vois, de la régulation du nombre de vols par personne par an, etc. C'était Mhm. dans ce contexte-là, mais c'est applicable à ce que tu es en train de dire. Ils disaient oui, les gens voleront moins, mais je vous garantis qu'à aller faire du woofing dans un truc qui est pas très loin de la France, les gens auront une expérience d'exotisme qui est bien plus intense que d'aller dans une grande capitale où en fait ils vont retrouver les mêmes magasins à la con, les mêmes chaînes, les mêmes Starbucks, les mêmes trucs. Quoi. En fait, ça on le constate aussi. Tu vois, pour avoir voyagé il y a 15 ans par exemple et voyager maintenant, il y a une espèce d'uniformisation des villes qui est en train de s'opérer et qui est fort triste d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant voyager loin ne te garantit pas que tu auras de l'exotisme. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est vrai que, mais ça nous on le dit souvent. Il se trouve que dans notre tour du monde, on est parti loin et mais c'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet aujourd'hui sur le voyage. Moi-même, en tant que travel planner, quand on me demande parfois certains itinéraires et tout, les gens me disent, bah, on veut faire tel truc à l'autre bout de la planète. Moi, c'est un truc que maintenant, j'hésite pas à rechallenger pour bah, essayer de limiter le nombre d'avions qui va être pris, de penser plutôt train versus avion justement, et puis parfois de challenger cette notion de recherche d'exotisme, quoi, de dire bah
peut-être que beaucoup plus près que ce que tu imagines, tu peux être dépaysé et passer des vacances qui seront tout aussi chouettes que d'aller à l'autre bout du monde, quoi. C'est pas une fin en soi, en fait. Après, je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que c'est Mm, pas un exercice évident et moi-même, parfois, j'ai envie d'aller loin. Pas parce que c'est loin, mais parce que j'ai l'impression qu'effectivement, je vais être plus dépaysée. Mais bon, quand je vais en Italie, j'entends parler une langue ouais. différente, je mange un truc hyper différent et justement, je me sens hyper dépaysée. C'est un des pays que j'adore, dans lesquels j'ai l'impression d'avoir changé de monde. Donc ça prouve que c'est faisable. Ouais, et je vais partager une expérience perso très récente que j'ai vécue. C'était que la semaine dernière, je suis parti faire les vendanges en Bourgogne. Donc tu vois, c'est à 1 heure et demie de chez moi en voiture, donc c'est pas très loin. Ça m'a pas coûté d'argent, j'en ai même gagné. C'est pas une fortune, hein, mais en tout cas, ça m'a pas coûté d'argent. Et franchement, j'ai vécu une expérience de dépaysement qui était vraiment saisissante parce que en fait, je me suis retrouvé avec des gens. T'as une espèce de mosaïque de la France. En final, on vit avec des gens qui nous ressemblent, qui sont de mêmes milieux Mm. socio-économiques, socio-culturels, et, et on n'a pas accès à beaucoup de variétés. Et en fait, là, je me suis retrouvé jeté avec des gens, mais laisse tomber. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était n'importe Ah, ça quoi, tu m'étonne vois. pas, Enfin, ouais. il y avait vraiment de tout. Et, et c'était vachement intéressant. Enfin, et putain, j'y ai passé 3 jours. J'ai l'impression que d'avoir fait un voyage. Pour moi, enfin, ça a été vraiment un voyage dans un espèce d'espace-temps Ouais, ah mais je comprends tout à fait. inconnu. C'est génial, c'est des expériences géniales ça pour le coup. Donc, bah, si des personnes nous écoutent et se disent ah ouais, mais elle est bien marrante, moi j'ai pas 80 000 Non, bah balles à faut mettre, pas, etc. c'est En fait, il y a des expériences pour lesquelles vous avez besoin de vraiment pas grand-chose, quoi. complètement et enfin encore une fois, nous on a croisé des voyageurs qui justement avaient des budgets beaucoup plus serrés que nous et que ça n'a absolument pas empêché de voyager, de vivre des expériences aussi hors normes. C'est juste que par moment, bon, on fait pas tout à fait les mêmes choix d'activités, d'itinéraires, de nourriture, etc. Mais finalement, c'est des détails. Hein. C'est clair. Si tu veux l'expérience du dépaysement, si tu veux l'expérience de l'exotisme, qu'il soit d'ailleurs, tu vois, culturel ou géographique, etc. Moi, je reste Non, non, persuadé que t'as pas besoin d'un énorme budget. pardon, excuse-moi, Et je t'ai si tu coupé. le, Mais c'est vrai on a croisé par exemple en Argentine un couple qui se baladait en vélo. Qui faisait toute l'Amérique du Sud en vélo avec une petite fille qui avait de mémoire 1 an, je sais pas, 16 mois, 18 mois peut-être. Et ben, ils se faisaient leur popote là où ils se posaient dans un champ et tout. Ils étaient avec leur vélo, ils dépensaient pas grand-chose en fait. Hein. Pour le coup, ils s'étaient payé un billet d'avion pour ouais. partir et quitter la France. Mais après, pour le reste, c'était vraiment en mode hyper low cost. Et ils faisaient un voyage de dingue, quoi. Vraiment de dingue. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, professionnellement, t'en es bah, où? je suis un peu au carrefour de plein de choses. Je continue à faire différentes choses de ce que je t'ai exprimé. Genre, je continue, j'ai du conseil, je fais du travel planning aussi. Je me suis aussi lancée dans une activité. Je fais un peu d'influence par mon compte Instagram. Et puis, je me suis lancée dans une activité là il y a quelques mois de développement de produits bien-être, beauté, justement en France et à l'international. Donc voilà, donc je touche à plein de trucs. Je pense que je me cherche un petit peu. Je commence à voir justement ce qui me convient le mieux, dans quoi je m'éclate le plus. Après, j'essaie de trouver maintenant le point d'équilibre financier en fait qui me permette de me stabiliser parce que là j'ai trop de trucs en parallèle, donc je suis un peu débordée et d'un point de vue rentabilité globale Ouais. du temps c'est moyen. Mais par contre, même si c'est pas toujours simple parce que j'ai pas la sécurité de l'emploi comme je l'avais dans le passé. Voilà, j'ai quand même une forme de liberté qui m'est très précieuse et donc j'aurais du mal à me passer aujourd'hui. Et donc voilà, donc j'ai l'impression de vivre mon job autrement. Et je pense que de toute façon, le monde du travail évolue et le monde du travail dans 10 ans sera même pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc tout ça m'a obligé à faire un pas vers l'inconnu et vers quelque chose qui, je pense, m'aidera pour la fin de ma carrière, en tout cas les 20 ans à venir, a priori, quoi. Mais, mais t'es pas retourné au salariat en tout cas.
Non, je crois pas être trop capable de ça, quoi. Je dis pas que je le ferai pas. Enfin, je suis très consciente en fait aujourd'hui. C'est pareil, c'est ce que je dis aux gens qui m'entourent et qui me diraient j'en ai marre. Je dis bah tu as le droit d'en avoir marre évidemment et tu as le droit de changer, mais pense aussi à tout ce que tu as et qui est simple. Je veux dire, tu te poses pas la question de savoir ta mutuelle, tes chèques cadeaux à Noël. Enfin, voilà, quand tu es auto-entrepreneur, bon, il y a plus rien de tout ça. Tout ça, c'est toi qui dois le gérer, qui dois le mettre en place, et a fortiori quand tu as une famille. Et donc c'est pas anodin et donc et ça c'est tout ce qu'on te dit pas en fait hein. C'est que quand tu prends des vacances, bah Hmm. il y a pas de problème, tu peux prendre des vacances, mais tu seras pas payé. Si t'as pas d'arrêt maladie, enfin, je veux dire, si tu décides de te faire opérer et que tu peux pas bosser pendant un mois, bah t'es pas payé, tu peux pas honorer de contrat et tout. Donc voilà, sans faire un tableau en fait déprimant, j'aime bien quand même redire aux gens aussi. C'est important de se questionner par rapport à voilà ce qui est important pour soi et où est-ce que tu veux mettre ton curseur à toi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai à peu près trouvé mon équilibre, à peu près, tu vois. C'est encore un peu fragile par moment. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu auras voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée aujourd'hui? Ah, eh bien, comment je vais? Mais on se connaît pas beaucoup. Alors, tu pouvais pas me demander comment je vais, mais je trouve que c'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment. Euh, Alors, bah, à contrario, je trouve que c'est une question que les gens se posent trop facilement sans avoir une véritable bah oui, intention d'écouter comment va la personne. Tu vois, aujourd'hui, les gens que je les appelle et qui me disent ça va, salut, ça va. En fait, mec, tu cherches pas à savoir comment je vais. En fait, t'es juste dans une espèce de réflexe. Mais moi, je peux commencer à te raconter. Ouais, non, ça va pas du mais c'est tout. vrai, c'est exactement ça. C'est en tout cas ce que je voulais dire. Voilà. Ah, alors, je vais te la poser avec une Ouais. intention. Comment tu vas? Bah écoute, je te remercie de poser cette question, hein, déjà, et je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien, mais voilà, c'est une question que je trouve, en tout cas, j'encourage les gens à poser autour d'eux et à attendre la réponse en effet, parce que c'est pas facile d'aller bien dans ce monde un peu compliqué par moment. Et a fortiori, je trouve, voilà, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ils vivent une vie pro et perso parce que ça impacte vachement ta vie perso aussi, je trouve. Pas toujours simple, et c'est quelque chose. Alors, je pense que dans les sphères d'entrepreneurs, on le sait beaucoup, on en parle. C'est pas, on va pas dire que c'est tabou, mais moi qui ne venais pas du tout de ce monde-là et qui découvre ça, et ben, je me rends compte que bah moi, ouais, je découvre un monde, hein, donc et, Et c'est quoi tes plus gros challenges en tant que personne qui découvre justement cet univers? C'est peut-être la découverte permanente, le fait de devoir comprendre un peu tout seul, de devoir tout. Tu vois, ça va du statut de la boîte que tu veux créer au fait que tu es un peu multitâche, c'est-à-dire tu vas faire de la prospection, tu vas faire de la compta, tu vas faire. Puis au début, tu veux pas te payer les services de métiers spécifiques parce que évidemment qu'il y a des experts comptables, des gens qui peuvent t'aider, mais tout ça, ça a un coût et quand tu te lances, bah non, tu es obligé de gérer un peu tout seul, te former sur le tas. Alors c'est hyper intéressant, mais c'est aussi hyper fatigant. Je trouve que c'est tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge mentale. Et puis tu sais jamais comment ça va marcher. C'est-à-dire que hop, tu signes un contrat, bah c'est Mm. cool. Tu dis bah là j'ai 2 mois tranquille, mais pendant que tu fais le contrat, bah tu te dis merde, en fait il faudrait peut-être que je pense à la suite parce que quand ça va se terminer, bah si j'ai pas anticipé, j'aurai rien. Donc il y a beaucoup de charge mentale et donc voilà, donc les challenges, c'est ça, c'est d'arriver à organiser ton quotidien, en tout cas tes actions, de façon structurée et puis avec suffisamment d'anticipation pour avoir toujours un petit coup d'avance. Et quand t'as pas été préparé à ça, formé, c'est pas forcément évident. Et comment tu l'assumes justement? Est-ce que toi, tu essaies d'apprendre des choses, de lire, de suivre des formations? Ou juste tu te débrouilles et... Bah moi je suis un peu système D quoi. J'aime bien ouais le truc de je me démerde et je mets un pied devant l'autre et voilà. Mais parfois c'est pas toujours la bonne solution. Enfin, mais j'avoue que après je concilie aussi tout ça avec ma vie de maman, ma vie de femme, et que quand tu veux rajouter des couches, te dire bah je me forme, je fais ceci, enfin tout ça, ça fait beaucoup beaucoup de choses quoi. Et donc faut composer avec tout ça et Ouais. c'est pas évident quoi. Donc donc voilà, mais ça se fait. Hein. Et puis après, je pense que quand on a envie, il y a plein de choses qui peuvent se Oui. faire. Je dis pas que quand on veut, on peut, ce serait un peu trop simpliste, mais
oui, l'envie aide quand même, l'envie et l'énergie. Les prochains projets, c'est quoi? Bah là, je suis plutôt focus sur le boulot parce que tout le monde me dit vous repartez quand, vous allez faire quoi? Et en fait, on n'en sait Faut rien du remplir tout. les caisses d'abord. Et exactement, exactement. Donc là, on est plutôt focus sur le boulot. J'ai pas mal de sujets justement en ce moment sur lesquels je bosse. Donc voilà, on est un peu concentré. Tout le monde est au boulot. On a des interros de maths, des dictées à préparer. La joie de la parentalité. Exactement. Mais bon, de toute façon, on sait l'un comme l'autre que il suffit qu'on se pose la question de savoir ce qu'on a envie de faire pour qu'on ait une idée de voyage, en tout cas d'escapade tout près ou très loin qui se dessine facilement. Donc ça va, c'est Ouais. l'exercice le plus facile. Est-ce qu'il n'y a pas eu, quand vous êtes revenu, tu sais, on dit parfois, il n'y a rien de pire que de réaliser ses objectifs. C'est-à-dire, tu rêves de gravir la montagne pendant des années et des années, puis un jour, tu te retrouves en haut de la montagne, et là, tu ressens une solitude terrible, parce que tu te dis, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et tu ressens un vide, un vide qui est terrible. Ouais. Est-ce que vous avez pas eu ça, justement, en se disant, bah, on a vécu un truc qui est tellement fort, etc., on a mis la barre super haut, on pourra plus jamais revivre quelque chose d'une intensité pareille? Moi, je crois que je me suis tout de suite dit, on va recommencer, en fait. Pas pareil, pas, je sais pas comment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un projet qui n'a pas de forme encore. On sait pas, mais on sait qu'on veut repartir, on sait qu'on veut revivre des moments comme ça, en fait. Parce qu'encore une fois, à la fin du film, je pense que c'est pas les boîtes dans lesquelles j'ai bossé ou les projets que j'ai réalisés dont je me souviendrai, hein, clairement. Ouais. Donc ouais, je pense qu'on repartira, peut-être seul, peut-être avec nos enfants, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'être dans un truc parce qu'on a croisé des voyageurs qui nous disaient ah ben oui, nous aussi on aimerait bien faire ce que vous faites, mais on le fera à la retraite. Et un jour, je disais Ouais. à Axel, mais oh, putain, mais moi, non, je veux pas attendre la retraite parce que déjà, si ça se trouve, je serais crevée avant, quoi, ou toi. Enfin, on sait pas ce qui nous attend. Ouais. Et puis la retraite, merde, c'est dans plus de 20 ans, quoi. Donc no Et way, puis quoi. surtout, et puis surtout, quand tu arriveras à la retraite, T'auras plus les gens peut-être disent tout le temps, on va attendre l'énergie. la retraite, mais t'auras plus le jus, en fait. T'as plus les mêmes envies. Je veux dire, les gens, bon, encore, les gens partent à la retraite, je sais pas, à 65 ans, quelque chose comme ça. Ça va, ils ont encore un peu d'énergie, mais assez vite, à ces âges-là, tu déclines, selon en plus la vie que tu as eue. Mais en fait, assez vite, t'as plus cette envie d'aller découvrir, cette envie d'aventure. T'as des besoins différents, tu vois, en confort, des besoins médicaux, des trucs comme ça. Enfin, Complètement. je pense que les gens qui attendent entre guillemets la retraite pour vivre ce qu'ils ont envie de vivre, ils font une erreur catastrophique, quoi. Bah ouais, je pense. Et puis j'ai pas envie d'attendre 20 ans, quoi. C'est trop long. Ça me paraît, tu Ouais. vois, insensé de me dire qu'il n'y a pas un truc avant sur le chemin, quoi. Donc, Ah, et puis cette possibilité de le vivre avec tes enfants en bas âge tel que tu l'as vécu, tu l'as qu'une fois en fait. À ta ben, retraite, je veux dire, tes gamines, elles viendront pas avec toi en fait. Bah non, on le sait, voilà. Donc on se dit, bah ce sera cool, on vivra d'autres choses à ce moment-là et c'est formidable. Mais en fait, avant, on a déjà encore envie de vivre plein de trucs, quoi. Donc Ouais, c'est top. trop bien. Mm. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Bah, On mettra le lien vers ton Insta si les personnes veulent te contacter, veulent te demander des choses. Et, merci. euh, et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses dans tes aventures et qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Bah merci pour ton écoute. C'était chouette de pouvoir papoter un peu avec toi aujourd'hui. Et à bientôt.